Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 et aujourd'hui on va parler du travail. Donc c'est notre 7ème notion sur la 17 de la philosophie, on commence à s'approcher du milieu. Et donc c'est parti pour le travail. Donc quand on parle de travail, il faut déjà parler du repère philosophique en acte, en puissance. C'est notre seul repère philosophique aujourd'hui. J'ai été sympa. Donc en acte, c'est ce qui est pleinement réalisé. On va dire par exemple qu'un adulte est un homme en acte. En fait, il a accompli son acte, c'est-à-dire d'être adulte, d'être un homme. On va dire également que quelque chose en puissance est quelque chose dont l'existence est encore accomplie, inaccomplie ou virtuelle. Par exemple, un enfant va devenir un homme, donc c'est un homme en puissance. Bon, en fait, ces concepts ont initialement été élaborés par Aristote et permettaient de penser le changement ou la transformation des êtres ou des choses. Un peu de contexte historique. Donc, quand on parle de travail, forcément, il y a la définition du travail qui doit tomber. Donc le travail, c'est une activité rémunérée qui nous permet de subvenir à nos besoins. Donc ça, c'est une des définitions. En fait, il va falloir, le jour du bac, que vous sélectionnez votre définition parce que ça dépend de la question qu'on vous pose. Vous pouvez même construire un plan finalement sur les différentes définitions du mot travail. En travaillant, nous obtenons les moyens nécessaires pour survivre, mais aussi les moyens nécessaires à l'accomplissement de nos désirs. Mais de plus, le travail est également une transformation de quelque chose en quelque chose d'autre. Bon, cette définition va être à compléter en fait sur notre cours qu'on va faire aujourd'hui. Un peu d'étymologie également sur le mot travail, ça vient du latin tripalum qui signifie instrument de torture. Donc il existe plusieurs types de travail. Nous avons notamment le travail pénible, donc qui impose une contrainte physique ou mentale et qui abîme le corps. En fait, ça peut nous mener au burn-out. Ensuite, on a également le travail épanouissant, donc là c'est un peu le contraire. C'est lorsque la conscience est mobilisée et stimulée. Ça ne va pas l'abîmer, mais ça va la stimuler. On a également le travail contraignant, donc lui, c'est une absence d'utilisation de la conscience. En fait, on va demander de faire toujours la même chose. On parle aussi de travail animal. Et un terme important introduit par Marx, l'aliénation. Donc ça, c'est le processus par lequel on devient étranger à soi-même. En fait, un travail aliénant va nous déshumaniser. On va en quelque sorte se perdre. C'est le travail animal. Donc l'étymologie de aliénation, on retrouve vite aliéné et alien, qui vient du latin alienus, qui veut dire étranger. Donc maintenant, quelques citations. Évidemment, le père de cette notion est Karl Marx. Donc Karl Marx nous a dit « Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité ». Donc en fait, c'est une absence de liberté et de confiance. Les prolétaires subissent le travail. Les bourgeois sont libres de travailler ou non, puisqu'ils gagnent de l'argent sans travailler, donc voilà. Et en fait, c'est l'argent qui permet de survivre. Ensuite, on a également Albert Camus qui a dit « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir ». En fait, un travail utile apporte un intérêt individuel. Nous avons notamment l'expression idiomatique « le fruit du travail m'appartient ». Selon Marx, un travail inutile nous amène à l'aliénation, nous venons de voir ça, et ce travail peut être fait par n'importe qui d'autre. Alors pourquoi considère-t-on que le travail est une punition ? En fait, dans la Bible, l'homme aurait dû être oisif, il aurait dû errer dans le jardin de la paix, voilà. Mais en fait, il a été condamné à cause d'Adam et Ève à travailler dur. En fait, Adam, il travaille dur, c'est ce qu'on appelle le labeur. Et Ève, elle devait également enfanter, c'est ce qu'on appelle le travail. Parce qu'en fait, dans le vieux français, enfanter quelqu'un, c'est du travail, c'est le travail. Et enfin, on a la citation de Jean-Jacques Rousseau, « La tempérance et le travail sont les deux meilleurs médecins de l'homme ». Donc le travail, c'est la santé, ça c'est une expression bien connue, puisqu'il participe à l'activité du corps et de l'esprit. Il impose un rythme de vie et une stimulation, mais en fait le travail n'est pas seulement la santé. Il peut également être pénible. En fait, on peut en déduire que le travail, c'est un pharmacone, c'est-à-dire que si on en fait trop,
eh ben on se fait mal. Par contre, si on n'en fait pas assez, eh ben on a mal aussi. C'est un pharmacone puisqu'il utilise de la technique. Donc on ne peut pas parler du travail sans la référence philosophique de Karl Marx, qui est les manuscrits de 1844. Donc en fait, dedans, Marx établit la spécificité du travail humain comme l'intervention de la conscience et la subordination des moyens physiques et mentaux nécessaires à faire exister un objet. Nous sommes en effet capables, contrairement aux animaux qui agissent par instinct, de faire préexister l'objet de notre travail dans notre pensée, ou même de planifier les moyens et le temps nécessaire pour accomplir la tâche qu'on doit faire, et de faire preuve de créativité face à des problèmes de production. En fait, ce qu'il faut retenir, un travail déterminé par la contrainte, pour Marx, est un travail qui aliène l'homme. Il se rend étranger de lui-même et se brise, et il se limite à ses fonctions animales. En fait, il va travailler, et en fait, son travail va tellement être contraignant et fatigant, qu'il va rentrer, manger, dormir, comme un animal finalement. Et il va perdre sa capacité humaine à faire autre chose que travailler. En fait, le travail devient un outil de domination sociale qui mortifie lentement les hommes qui sont poussés par la nécessité. Jusqu'au moment où il y a une révolution. On a également comme deuxième référence Hegel, avec son livre La phénoménologie de l'esprit. Il propose une sorte d'expérience de pensée, qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave, qui est assez connue. Imaginez un maître qui a le droit de propriété sur son esclave et qui jouit des biens produits par celui-ci. On va voir qu'en fait le maître est passif, parce que il va rien faire, il va attendre que l'esclave va faire tout. Et que l'esclave, lui, comme il travaille et transforme la matière, il est actif. Dans ce cas-là, comme c'est assez logique, le maître va être libre et l'esclave va être contraint. Oui, parce que l'esclave appartient au maître. Par contre, maintenant, imaginons qu'il y a un effondrement de cette relation maître-esclave. L'esclave va s'affranchir de ses liens. Là, on va voir que le maître ne va plus disposer des biens produits et qui va dépendre de l'esclave. Il va se dire, non mais moi j'ai jamais travaillé, je sais pas comment faire. Est-ce que tu peux pas m'aider, esclave? Voilà. Parce qu'en fait, il ne sait pas vraiment travailler. Alors que lui, l'esclave, comme il a travaillé depuis longtemps, il va être habitué à travailler. Et donc, il va être bien plus libre que son maître. Le travail a augmenté ses capacités et le maître devient contraint. Mais alors, quel travail sur soi et sur la matière faut-il faire pour être libre? De plus, l'esclave a engrangé des capacités en transformant la nature. Si dans le cas marxiste, il s'agit de déshumanisation, c'est-à-dire le travail l'a déshumanisé, d'un affaiblissement et d'une mise en esclavage, il s'agit pour Hegel d'une transformation et d'une augmentation de la capacité. En fait, il y a deux visions, Marx et Hegel. Étant donné la mise en activité du corps et de l'esprit au contact de la matière, on peut alors supposer que tout travail transforme le travailleur proportionnellement au travail accompli. Donc vraiment, il y a deux notions à connaître aujourd'hui, la vision de Hegel et la vision de Marx, c'est-à-dire déshumanisation ou augmentation. Allez, petit quiz pour vérifier vos connaissances. Quelle est la définition générale du travail? Une activité rémunérée qui permet de subvenir à nos besoins, une transformation de quelque chose en quelque chose d'autre, un loisir nécessaire à la santé mentale ou une activité guidée par la passion. Il s'agissait de la définition 1 et de la définition 2, c'est-à-dire une activité rémunérée permettant de subvenir à nos besoins, c'est-à-dire une activité rémunérée permettant de subvenir à nos besoins et une transformation de quelque chose en quelque chose d'autre. Quel philosophe écrit « Le domaine de la liberté commence là où le travail s'arrête, où s'arrête le travail déterminé par la nécessité ». Il s'agissait bien évidemment de Karl Marx. Qu'est-ce que le travail aliénant selon Marx? Un travail fatigant, un travail d'équipe particulièrement difficile, un travail purement mécanique et sans conscience, ou un travail qui déshumanise et qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Il s'agissait bien évidemment de la définition. Il s'agissait bien évidemment d'un travail qui déshumanise et qui nous rend étrangers à nous-mêmes, mais également un travail purement mécanique, sans conscience. En fait, c'est la même chose, hein. C'est synonyme.
Maintenant, pour revenir sur le repère philosophique, je vous laisse classer entre en acte et en puissance ce qu'on a là. Un adulte, un professeur, un enfant, un artisan, un stagiaire et un doctorant. Donc, je vous laisse faire pause et voici la correction. Ce qu'on a en acte, par exemple, on a un adulte, ça c'est la définition qu'on a vue, c'est un homme en acte, alors qu'un enfant c'est un homme en puissance. Un professeur, lui, est en acte, alors qu'un doctorant est toujours en études, donc il est en puissance. Un artisan est en acte parce qu'il travaille, alors qu'un stagiaire, lui, apprend le travail d'un artisan, donc il est en puissance aussi. Quelle transformation décrit la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel? Le maître devient dépendant de l'esclave, le maître perd ses capacités manuelles, l'esclave est libre pour l'État ou l'esclave devient libre par son travail. En fait, il y avait quasiment toutes les définitions, il n'y avait juste pas pour l'État, puisque, voilà. Donc, le maître devient dépendant de l'esclave, il perd ses capacités manuelles, et l'esclave, lui, devient libre par son travail. L'État n'a rien à voir là-dedans. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la nature. À la prochaine, à plus!